Bienvenue dans Son Brut. Pour ce second épisode, on parle de développement durable et pas dans n'importe quel lieu, dans les hôpitaux. Et oui, le secteur de la santé pollue. Il serait responsable de 4,4% des émissions carbone à l'échelle mondiale. Face à ces chiffres alarmants, certains acteurs de la santé ont décidé de se retrousser les manches. Olivier Thomas, fer de lance du développement durable en santé, décrypte pour nous les leviers pour rendre la santé encore plus green. Bonjour Olivier Thomas. Alors voici ma première question. Est-ce que la crise sanitaire a permis au milieu hospitalier de prendre conscience de l'importance du développement durable ? La RSE et la santé environnementale, au travers de cette crise, ça n'est plus une option, mais ça devrait être au cœur des organisations. Donc oui, le secteur de la santé s'en est emparé du sujet, mais ça n'est pas le seul secteur qui est impacté par cela. L'impact du Covid, c'est du plastique et encore du plastique, puisque depuis quelques mois, vous le voyez aussi bien que moi, masques jetables à usage unique, blouses, gants, seringues, tout ceci génère des centaines de tonnes de déchets à l'échelle du pays. Donc bien évidemment, les soignants de plus en plus s'interrogent sur l'impact environnemental de leur organisation. Puis ça va maintenant bien plus loin, puisque les médecins sont en train aussi de s'apercevoir que la plupart des médicaments et des dispositifs médicaux sont fabriqués en Asie, que nous avons ces dernières années délocalisé toutes ces industries en dehors de notre pays et qu'on est dans l'incapacité totale de s'approvisionner en France d'une part, et que cela génère un impact environnemental absolument colossal de faire venir des outils du monde entier. Sur certains actes, on s'est aperçu que pour une cataracte par exemple, vous avez des produits qui arrivent de près de 30 pays dans le monde. Donc oui, ça a accéléré et ça a permis une prise de conscience globale aux acteurs du système. Tous les acteurs du système. Jusqu'à présent, ce n'étaient pas tous les acteurs du système qui en avaient la conscience. Pourtant, malgré cette prise de conscience, vous dites que cela n'est pas suffisant. Quels sont les blocages à lever justement pour que vraiment ce secteur-là passe au vert ? Alors, le secteur est prêt à passer au vert. C'est pas le secteur qui bloque. Le secteur ne bloque en aucun cas puisque 100% des professionnels de santé voudraient passer justement au vert tel que vous le dites. Sauf que ça bloque au niveau de l'État, premièrement. Quand je dis de l'État, c'est-à-dire que ça bloque au niveau des modèles économiques. Un hôpital, prenons l'exemple des masques jetables à usage unique, qui achètent des masques aujourd'hui en France à plusieurs milliers de masques par semaine, voire centaines de milliers. Eh bien, si un masque coûte 3 centimes acheté en Asie et 5 centimes acheté en France, eh bien, l'hôpital achètera, parce qu'il a des budgets très contraints, un masque à 3 centimes. Donc, c'est l'État, en fait, qui, à mon sens, ne fait pas le job, puisqu'on devrait permettre aux établissements de santé français d'acheter des produits sourcés en France, même plus chers. Tout le paradoxe du système, c'est que les établissements n'ont pas forcément intérêt à agir directement, puisque c'est l'État qui va gagner de l'argent en créant des emplois non délocalisables. Mais l'établissement lui-même, s'il paye plus cher, il n'a pas intérêt à agir, il n'a pas le budget. Donc en fait, c'est l'État qui doit mettre en place une politique d'achat véritablement vertueuse, avec des moyens associés. Je reviens sur l'exemple des masques jetables à usage unique. Eh bien, s'il faut investir 2 centimes par masque acheté par les hôpitaux français, il faut les mettre parce que ça va créer des emplois dans toutes les villes de France, des emplois non délocalisables. Ça va réduire les impacts sur l'environnement, ça va réduire les impacts sur la santé humaine, parce qu'on n'en parle pas, mais quand on incinère des matières plastiques, eh bien ça crée de la dioxine, des fluoranes qui ont un impact sur la santé humaine. Donc investir 2 centimes par masque, c'est investir dans la santé et dans l'environnement. Sauf que là-dessus, il n'y a pas de politique en France. Donc les hôpitaux, est-ce qu'ils vont réussir leur transition vers une décarbonation si l'État ne se met pas en ordre de marche ? Non, clairement non, c'est juste impossible. La bonne volonté sur le terrain est déjà là, ce qui est quand même une clé, parce que si on était face à un public réfractaire et contre cette transition, ça serait encore moins possible. Mais si seuls ils ne sont pas accompagnés dans leur modèle économique et dans l'expertise, parce qu'il faut plusieurs choses, il faut des moyens financiers, mais il faut aussi de l'expertise. Expertise dans les achats, expertise dans la transition énergétique, expertise dans les déchets. Il faut beaucoup d'expertise. Cette expertise, elle n'est pas sur le terrain, elle n'est pas formée, elle n'est pas financée. De ce fait, je ne vois pas comment la France va pouvoir décarboner son économie si on n'accompagne pas le secteur de la santé à être lui-même exemplaire sur le sujet. Et très clairement, aujourd'hui, avec les politiques tarifaires qui existent et l'absence totale de stratégie sur la santé environnementale, eh bien non, ça ne se fera pas, très clairement. Et c'est pas moi qui le dis, puisqu'il y a un rapport du Sénat qui dit très clairement que la santé environnementale dans le pays n'est pas pilotée. Donc ça n'est pas une allégation de ma part, c'est juste la synthèse de rapport de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc les hôpitaux auront beau mettre des moyens en place pour décarboner, au final ils ne seront jamais efficients totalement.
sans l'aide de Ils ne l'État. mettront pas des moyens, puisqu'ils n'ont pas les moyens. Ils mettront de la bonne volonté, ils mettront des actions, ils vont structurer des choses, ils vont faire comme ils peuvent, en se mettant en synergie au sein des territoires. Je vais vous donner quelques exemples, mais ce sera une goutte d'eau dans un océan d'actions à mener. Si je vous prends un exemple, un tout petit exemple. Aujourd'hui, en France, on détruit dans tout le pays le verre médicamenteux. Que ce soit le verre que vous utilisez chez vous, le sirop du petit ou l'ampoule de vitamines que vous avez prise ce matin, et le verre médicamenteux utilisé dans les hôpitaux, et bien tout ceci, en France, est détruit par incinération, alors qu'on commence à manquer de silice. On pourrait organiser à l'échelle du pays une collecte du verre médicamenteux, une revalorisation, ça, encore une fois, décarbonerait, ça participerait aussi notamment à décarboner, et ça participerait, encore une fois, à créer des emplois locaux non délocalisables. Mais ceci n'existe pas, les filières n'existent pas, donc aujourd'hui ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'insiste en vous disant que si on veut arriver à s'en sortir, il faut qu'il y ait une vision globale sur ces sujets-là pour arriver vraiment à avoir des résultats. Donc des hôpitaux sont d'accord, certains hôpitaux que nous accompagnons, avec qui nous travaillons, ont mis en place une collecte de verres médicamenteux, déjà c'est fait. Ils ont évalué, si je vous prends 3 exemples d'hôpitaux sur Grenoble, Montpellier et Toulouse, avec 3 hôpitaux, on est à 100 tonnes de verre par an. Donc ils ont fait cette collecte, on s'est rapproché d'industriels pour essayer de voir quelles étaient les solutions techniques. Alors il en existe, sauf que qui paye. On en arrive à la même solution, qui paye et qui l'organise, qui finance le travail que nous faisons actuellement. Par exemple, le travail qu'on fait là pour identifier tout ça, on le fait parce qu'on a envie de le faire, mais tout ceci n'est financé par personne. Donc je reviens à la dimension du modèle économique, c'est-à-dire au fait d'investir, d'agir pour cette décarbonation qui coûtera bien moins cher dans les décennies qui arrivent que la non-action que l'on voit actuellement.